La planète va-t-elle devenir invivable? C'est la question que se posent beaucoup parmi les jeunes générations en particulier. Malgré les bonnes intentions et la profusion des instruments dont nous disposons pour agir, nous n'échapperons peut-être pas à un crime écologique de masse. Celui-ci est en cours. Claude Henry en est persuadé. Il est notre invité ce matin. Et il souligne ce paradoxe. Nous savons qu'une partie de l'économie détruit les écosystèmes, mais nous agissons peu. Les entreprises les plus polluantes en particulier partent toujours à l'assaut de la planète, produisant et distribuant, c'est lui qui le dit, des combustibles fossiles, de même que les entreprises de la chimie, par exemple, exercent toujours une domination sur l'agriculture industrielle. Malgré donc la révolution écologique qui est en cours dans les têtes, eh bien, il semblerait que dans les faits, les choses aillent beaucoup moins vite et que les pratiques demeurent inchangées ou presque. On va voir ce qu'il en est à la lumière d'un essai qui s'appelle Pour éviter un crime écologique de masse, publié par Claude Henry, donc aux éditions Odile Jacob. Bonjour Claude Henry. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'École polytechnique, ancien président du conseil scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, notamment parmi vos fonctions. Expliquez-nous d'abord ce que c'est, justement, cet Institut de développement durable, du développement durable et des relations internationales, le rôle qu'il occupe. Oui, c'est un institut qui a été créé à l'initiative de Laurence Tubiana, l'animatrice de la conférence de Paris sur le climat en 2015. Et c'est Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, qui a décidé de le créer. C'est un institut indépendant qui est un point de rencontre pour des associations, des entreprises, de grosses entreprises, pas les pires, mais certaines qui ne sont pas parfaites, et des administrations. Et il est vraiment international en ce sens qu'il travaille avec les contreparties dans les autres pays européens et dans les pays en développement, et que son personnel de chercheurs est un personnel qui est recruté ma foi, partout au monde, de l'Inde aux États-Unis, de la France à la Suède. Quand vous dites indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de subvention publique ? Il y a toutes espèces de subventions publiques et de subventions privées, mais en quelque sorte, elles sont organisées de telle manière à ce qu'elles n'interfèrent pas avec les activités de l'Institut davantage que les grands financeurs du monde avec le journal Le Monde. Est-ce de ce poste d'observation, Claude Henry, que vous avez pu analyser ce que vous dites dans cet ouvrage ? Ça m'a aidé, mais c'est aussi largement à partir de l'École des affaires internationales de Sciences Po, où j'ai travaillé après avoir pris la retraite à l'École polytechnique, ce qui se fait assez tôt dans une vie. Et c'est aussi largement aussi à partir des centres correspondants de Columbia, où j'ai également enseigné, qui ont une couverture d'informations tout à fait remarquable. Et qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux ? Quand on dit qu'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de retours d'informations, et puis vous en arrivez à ce constat, et à cette formule qui est quand même terrible, crime écologique de masse. D'abord, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est un contraste. Un contraste à la fois rassurant et très inquiétant. Nous avons à l'heure actuelle les ressources scientifiques, techniques, organisationnelles, je dirais même psychologiques, en particulier chez les jeunes. Nous avons les ressources qui sont à la fois nécessaires et presque suffisantes pour réussir une transition vers un mode de développement qui ne nous détruise pas la planète. Je pourrais en donner des exemples concrets. Et dans le même temps, nous avons un appareil économique et politique qui continue à pousser l'ancien mode de développement qui nous conduit incontestablement dans les 20 ans qui viennent à une planète invivable. Avoir ce qu'il faut et se sentir incapable de l'utiliser, c'est une des pires choses que je constate. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? L'intérêt de la planète, l'intérêt de l'humanité, c'est que nous réussissions une transition compatible avec la pérennité de notre vie sur la planète. L'intérêt des plus grosses entreprises qui nous dominent, c'est de continuer le mode de développement actuel.
Et pourtant, elles disent avoir engagé une transition. Ce qui est une hypocrisie profonde. Si vous regardez les déclarations publiques d'entreprises comme, mettons, Monsanto, Exxon, Total, vous avez effectivement l'impression qu'elles s'y sont mis. Si vous allez dans les informations internes, si vous regardez les notes qui sont échangées entre les dirigeants, le discours est absolument à l'opposé. Le discours est: nous sommes responsables des dividendes que nous payons à nos actionnaires. Pour pouvoir continuer à payer ces dividendes, nous devons continuer non seulement à assurer, mais à développer les activités qui sont celles qui sont les plus rentables aujourd'hui. Alors, vous avez cité ces entreprises, vous n'avez pas cité Shell que pourtant vous épinglez. Non, j'ai cité Shell. Non, vous avez cité Total, Monsanto et Ah, vous voulez dire citer maintenant? Oui, non, mais vous avez cité... parce que vous citez des noms quand même. Je suis effectivement particulièrement sévère vis-à-vis de Shell dans le texte. Pourquoi? Parce que, d'une part, parce que c'est une des plus déterminées à continuer à faire ce qu'elle fait et à gagner l'argent qu'elle gagne. Et d'autre part, parce que aussi c'est une des plus hypocrites. Et je vous en donne un exemple. Le tribunal, la Cour suprême de La Haye, ce n'est pas la Cour internationale, c'est la Cour hollandaise. Shell est une compagnie hollandaise au départ. La Cour suprême hollandaise a condamné Shell à réduire ses activités d'ici 2030 de telle manière à réduire de 45% ses émissions. Shell a hurlé en disant que c'était complètement irrationnel. Évidemment, de son point de vue, c'est irrationnel. Et sa réponse n'est pas d'obtempérer. Sa réponse n'est pas de faire l'effort nécessaire de conversion qu'elle pourrait faire. Elle pourrait gagner de l'argent ailleurs. Sa réponse, c'est de quitter la Hollande et de s'inscrire à la bourse de New York pour échapper aux effets de cette condamnation. D'autres entreprises pourraient faire la même chose. Absolument. Si jamais elles subissaient des pressions analogues. Absolument. Total pourrait quitter la France. Pourtant, Claude Henry, logiquement, les conventions internationales type l'accord de Paris, qui concernent l'ensemble de la planète, devraient éviter ce genre de tour de passe-passe. Oui. Devrait permettre que cela ne se produise pas. Sauf que l'accord de Paris n'a pas beaucoup de dents, si j'ose dire. Il n'est pas contraignant? Il n'est pas contraignant. Il peut être dans une certaine mesure contraignant pour les États, pas pour les entreprises. Et si les États ne décident pas de discipliner les entreprises, il ne se passe rien. L'accord de Paris a même eu ce résultat paradoxal que les grandes entreprises pétrolières, pas les charbonnières, parce que les charbonnières, elles sont en perte de vitesse dans le monde occidental. Et ce qui se passe en Chine est indépendant de toute façon de tous ces accords. Mais les grandes entreprises pétrolières dont on attendait qu'elles s'inscrivent dans l'esprit de l'accord de Paris et qu'elles réduisent leurs activités, au moins leurs activités de prospection, elles les ont accélérées. Jamais ces entreprises n'ont dépensé autant d'argent chaque année pour étendre leur patrimoine pétrolier. Pourtant, l'État essaie de sanctuariser, je pense au gisement qui a été découvert au large de la Guyane. Alors, il y en a un autre énorme qui a été découvert juste à côté, au Guyana, et donc dans cette partie de l'Amérique du Sud, qui va peut-être se transformer en État gazier ou pétrolier. Mais la France a posé un certain nombre de conditions, par exemple, pour l'extraction pétrolière. Pourquoi est-ce que la France n'étend pas ces conditions aux activités de Total en Ouganda, où se développe un projet parmi les ce n'est pas le territoire français. Ce n'est pas le territoire français. Ce n'est pas le territoire français, c'est une entreprise française et il y a de l'argent français. La semaine prochaine, à l'Assemblée générale du Crédit Agricole, il y aura une discussion que j'imagine sera assez vive sur le fait que le Crédit Agricole, le crédit des paysans français, finance le développement de l'extraction et du transport du pétrole en Ouganda, en Tanzanie, dans des conditions qui sont aussi mauvaises
que ce qui se passe en Amazonie ou que ce qui se passe sur le delta du Niger. Alors Total s'en est expliqué ici même, à votre place. Le directeur Afrique de Total est venu nous en parler. Puis nous avions aussi donné la parole au mouvement Laudato Si qui s'est indigné justement que l'on puisse construire un pareil gazoduc aujourd'hui, oléoduc qui va être chauffé sur à peu près 1500 km. Exact, et qui va déplacer entre 50 000 et 100 000 personnes, qui va installer... Enfin, l'État ougandais pourrait s'y opposer, l'État tanzanien aussi. Et ils y voient aussi des perspectives de développement pour eux et c'est peut-être aussi une forme de, comment dirais-je, d'abus de pouvoir que de leur faire la leçon. Ils ont droit aussi au développement pétrolier. Qu'est-ce que c'est que le développement pétrolier dans ces pays d'Afrique? C'est le versement de dizaines de milliards de dollars aux dirigeants de ces pays, qui sont en général des dirigeants très peu démocratiques et qui, en quelque sorte, détournent les profits en s'abstenant de les utiliser pour le bien de leur population. Un cas classique, c'est celui de la Guinée-Bissau. Après 20 ans d'exploitation pétrolière, la famille des dirigeants ont gagné 25 milliards de dollars. C'est un chiffre qui est reconnu, qui est établi. La population s'est appauvrie. Les services d'éducation et les services d'hygiène sont plus défaillants que jamais. Oui, mais ça, Claude Henry, ça veut dire que le mal numéro 1 sur la planète, c'est la corruption. C'est pas l'extraction d'une richesse. C'est la corruption, oui, mais la corruption trouve Si ces régimes sont des régimes satrapiques, on n'y peut rien. La corruption trouve une assise particulièrement favorable dans les activités d'extraction, et en particulier pétrolières, et d'autre part, elle est largement le fait de ces mêmes compagnies qui continuent à extraire, à produire et à détruire la planète. Je n'aurais certainement pas beaucoup de sympathie pour les dirigeants qui sont les bénéficiaires de ces largesses, mais finalement, ils sont des marionnettes dans l'histoire. Claude Henry, quand on parle de transition écologique, on a le sentiment qu'il y a des pays qui font quand même... Économique et écologique. Oui, économique et écologique. Il y a tout un discours qui est quand même parvenu à imprégner la société. Et il y a certains, j'entends dans les pays occidentaux, alors que le sort de tout cela se joue dans des pays qui ont des populations énormes comme l'Inde, comme la Chine, et qui s'embarrassent beaucoup moins de ce genre de considérations. Vous voyez, nous, on est tout petits, on fait beaucoup d'efforts et on nous culpabilise beaucoup, alors qu'on est tout petit, et les très gros, finalement, sont assez indifférents à cette question-là. C'est vrai que la France est un peu petite dans cette affaire. L'Europe l'est déjà moins. Et les États-Unis, pas du tout. Les États-Unis font partie de ces grands qui détermineront le sort de la planète. Je peux dire quelques mots à propos de la Chine ? Et des États-Unis aussi, si vous voulez. En fait, la Chine et les États-Unis se ressemblent à bien des égards, en ce sens que ces deux pays sont écartelés. Entre continuer comme d'habitude confortablement, du moins pendant un certain temps, ou assurer une transition qui permettrait un développement compatible avec une survie de la vie sur la planète. L'administration Biden a fait beaucoup plus pour la transition que n'importe laquelle des prédécesseurs. La loi qui était plutôt appelée une loi sur l'inflation est en fait une loi sur la transition, et ce sont des centaines de milliards de dollars qui sont investis dans de nouvelles formes de production. En même temps, la même administration Biden soutient davantage encore que l'administration Trump le développement de l'extraction et de l'utilisation des combustibles fossiles. Jamais des contrats n'ont été passés à une telle échelle en Alaska et dans le golfe du Mexique, permettant l'extension de la prospection, de l'extraction et du transport. C'est ce que j'appelle dans le livre la schizophrénie des dirigeants. Et M. Xi, en Chine, il est dans la même situation et il a la même attitude. Il est
on peut vraiment être assuré qu'il est conscient des perspectives pour la Chine si une transition n'est pas réalisée. Il est conscient du fait que les glaciers de l'Himalaya sont en train de fondre, et quand ils auront fondu, il n'y aura plus d'eau dans le fleuve Jaune ou dans le Yangtze, et que ce sera le désastre pour l'agriculture et pour les villes chinoises. Il est conscient du fait que les villes côtières chinoises, Guangdong, Shanghai et d'autres, sont parmi les plus vulnérables à la hausse du niveau de la mer résultant de l'évolution actuelle. La Chine est un des pays les plus vulnérables au changement climatique et au changement écologique qui se déroule. N'empêche, au jour le jour, à la moindre difficulté, il ouvre de nouvelles centrales à charbon. Il ne peut pas imaginer qu'il ne réponde pas de la façon traditionnelle aux difficultés que la Chine connaît. Donc ça, c'est une forme d'injonction contradictoire. C'est la schizophrénie. Et ça caractérise une attitude qui est commune à quantité de dirigeants sur la planète, en tout cas de ceux qui ont le sort de cette question entre leurs mains. Exactement. Particulièrement la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment un choix de société. Les Indiens, ils ne se posent même pas les questions. Oui, l'Inde, alors que l'Inde est un pays très pollué. Bien sûr, effrayant l'Inde. Voilà, donc on est sidéré en fait par l'inaction d'une certaine façon de ces énormes puissances démographiques. Oui. Et le fait que nous soyons mis à contribution de manière extrêmement tatillonne parfois. Oui. Vous voyez, c'est ce décalage peut-être qui est difficile, enfin pas forcément difficile à vivre, mais qui mérite d'être souligné. Est-ce que vous voyez Claude Henry... Si nous sommes mis à contribution jusqu'à un certain point. Il ne nous est pas plus interdit en France qu'aux États-Unis de rouler dans d'énormes voitures qui consomment énormément. Exactement. Le Claude Henry, est-ce que quand vous dites on a la possibilité de faire une transition équivalente et qui finalement réussisse à nous faire changer de modèle sans trop de difficultés, est-ce que c'est pas un petit peu tôt? Par exemple, on attend la fusion nucléaire qui résoudra la question de l'électricité ou l'essence de synthèse, mais qui est encore beaucoup trop cher. On attend un certain nombre de sauts technologiques qui n'ont pas encore eu lieu. Et quand on parle de l'électricité pour les voitures, on sait très bien, ça a été dit 1000 fois, qu'il n'y a pas de solution miracle là-dessus, qu'il y a aussi une forme de pollution très importante à travers les batteries électriques, que ça asservit même des populations au Kivu, pour extraire un certain nombre de composants, de matériaux. Donc ça a aussi un impact social négatif. Oui, ce n'est pas parce qu'on parle d'électricité ou de voitures électriques que la chose est résolue. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une période où la transition n'est pas achevée, justement? On attend encore qu'il y ait des sauts technologiques énormes. La transition n'est certainement pas achevée. Elle est encore moins mise en œuvre. Mais parce qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de changer vraiment de modèle. On peut certainement entamer sérieusement le changement de modèle avec ce qu'on a. Vous parlez de la fusion. J'ai eu mon temps de physicien. Je sais ce qu'il en est. La fusion, c'est dans 50 ans. Et dans 50 ans, au rythme où on va, de toute façon, nous serons tous morts. Pourquoi êtes-vous si catégorique? À quel propos? Tous morts, c'est extrêmement catégorique. Oui, c'est extrêmement catégorique. Et c'est une certitude. La vie, les conditions qui ont assuré la vie depuis l'ère glaciaire ne seront plus réunies. Nous serons assaillis d'inondations, de sécheresses, etc., etc. Il y a aussi de virus qui s'échappent des forêts tropicales que nous détruisons. Au rythme actuel, on ne peut pas tenir plus de 20 ans. Alors, vous mentionnez, je ne vais pas tout citer, mais dans votre ouvrage, vous mentionnez quantité justement de marqueurs de cette évolution-là et de déséquilibre qu'il y a dans la nature, y compris dans la chaîne alimentaire, etc. Donc ça, ce sont des éléments très factuels qui méritent d'être connus. Quand alors on se dit, il y a plusieurs attitudes. Si 50 ans, c'est demain, il n'y a plus rien à faire dans ce cas. Si, il y a toujours à faire. Et comme le dit Jane Goodall, la dame des chimpanzés, il y a toujours à faire, il faut toujours faire, et sinon, c'est plus la peine, il faut aller se coucher. Oui, mais 50 ans pour le temps des sociétés, c'est rien du tout. Le temps de latence, c'est énorme. Entre la décision, même si elle était prise aujourd'hui, et les conséquences de cette décision... C'est rien du tout, mais il faut s'en accommoder, parce que c'est comme ça. Par quoi commenceriez-vous? Maintenant, vous avez parlé des voitures électriques.
Et vous avez parlé de tous les problèmes et les dommages que peuvent créer les besoins de ces voitures électriques, en particulier des batteries. Bon, sur ce front aussi, il se passe des choses. Euh, vous avez un instrument qui s'appelle l'ultracapaciteur. C'est un instrument qui stocke l'électricité, non pas comme les batteries par une réaction chimique, mais en accumulant des électrons dans des nanotubes. Et si vous en mettez un bon million, ce qui fait pas un grand volume, vous avez une batterie. Et ces batteries, elles se rechargent en quelques minutes. D'autre part, elles ne nécessitent pas de terres rares, elles ne nécessitent pas de lithium, mais elles n'ont pas encore la bonne capacité. La densité électrique d'un certain volume de ces nanotubes n'est pas encore égale à la densité électrique d'un volume égal de batterie. Ceci dit, on est passé d'un cinquième à un demi en 5 ans. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc c'est une réponse en quelque sorte cachée qui peut surgir et qui peut éliminer les inconvénients incontestables que vous avez cités. Claude-Henri, une des dernières questions. Est-ce que vous êtes favorable à la décroissance en soi? Est-ce que derrière l'écologie, il y a l'idée de remettre en cause le capitalisme, etc. Est-ce qu'il y a Le capitalisme, sûrement. La décroissance, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons besoin, pour réaliser la transition, d'une croissance très forte et très rapide. Vous l'avez signalé, 50 ans, c'est pas beaucoup. Très forte et très rapide dans certains secteurs. Et nous avons évidemment besoin, non pas seulement d'une décroissance, mais d'une rapide disparition de d'autres secteurs. Donc, la décroissance au sens des théoriciens de ce concept, je ne sais vraiment pas ce que c'est pratiquement. C'est un terme inadapté. Totalement. Et côté capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme, si vous souhaitez? Il nous reste 40 secondes. Si vous avez une entreprise qui, par exemple, fabrique des éoliennes en mer, très bien le capitalisme, très bien l'initiative privée. Mais laisser le capitalisme de ces grandes sociétés qui détruisent la planète continuer, ça, je crois que c'est vraiment au contraire la première chose à arrêter. Et en particulier à changer leur statut de telle manière à ce qu'elles ne continuent pas à imposer à l'humanité des activités qui en signent la fin. Merci beaucoup d'être venu ce matin en grand témoin. Claude-Henri, physicien, vous l'avez dit, et puis vous êtes aussi professeur honoraire de l'École Polytechnique, et puis vous avez enseigné à Columbia et à Sciences Po. Ça s'appelle Pour éviter un crime écologique de masse aux éditions Odile Jacob. Merci Claude-Henri d'être venu. Et surtout, merci de m'avoir invité. Rendez-vous dans 50 ans alors.